Droit des obligations, partie 1. Première partie, le fait juridique. Titre 2, le fait juridique dommageable comme source d'obligation, la responsabilité délictuelle. Premier regard. Le droit de la responsabilité civile couvre l'ensemble des règles suivant lesquelles une personne est tenue de réparer le dommage qu'elle a causé par suite de l'inexécution d'une obligation qui lui incombe. L'inexécution d'une obligation imposée par la loi est sanctionnée par la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ou encore extra-contractuelle. L'inexécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu entre les parties est sanctionnée par la responsabilité contractuelle. À l'origine, la notion de délit visait la faute volontaire, tandis que celle de quasi-délit visait la faute involontaire commise par simple négligence ou imprudence. Toutefois, l'action en responsabilité obéit au même régime juridique que l'auteur de l'acte dommageable soit tenu ex quasi delicto ou ex delicto. Trois fonctions peuvent être assignées au système de la responsabilité civile. La première, une fonction indemnitaire ou réparatrice, une fonction préventive et régulatrice des relations sociales, et une fonction répressive. Cette dernière fonction s'est éclipsée au profit de la fonction indemnitaire de la responsabilité civile. Le droit de la responsabilité civile a subi de profondes mutations. Il est donc capital de prêter une attention à la jurisprudence. Chapitre 1. Enjeux et contours de la responsabilité civile. Première section. Les différents types de responsabilités. Les responsabilités non juridiques. La responsabilité morale. La responsabilité morale est celle du sujet devant sa conscience, tandis que la responsabilité juridique résulte de la transgression d'une règle de droit dont l'auteur doit répondre devant les tribunaux. L'ordre moral et l'ordre juridique. L'ordre moral et l'ordre juridique poursuivent des objectifs différents. La morale vise la perfection intérieure et le bonheur de l'homme en tant que personne. Le droit, lui, règle les rapports sociaux. Il a pour viser l'équilibre et le bon ordre des relations interpersonnelles. Le droit et la morale abordent donc l'agir humain sous des angles différents. Ils ne sont pas étrangers. Le droit a pour viser le bon ordre des relations humaines qui n'est pas sans rapport avec les exigences morales. Le moral a besoin de l'ordre juridique pour pénétrer efficacement dans les mœurs. Et enfin, ils ne coïncident pas tout à fait. L'ordre juridique et moral ne se recouvrent pas tout à fait. Un État devient totalitaire s'il prétend imposer l'intégralité de l'existence morale par le biais d'une obligation légale. Toutes les prescriptions morales ne doivent pas avoir une traduction sur le plan juridique, cela reviendrait à éliminer la liberté. La morale perdrait aussi de son sens si elle était accompagnée d'une sanction. La responsabilité politique. Cette notion est tributaire de la conception que se font les citoyens et les élus eux-mêmes de la fonction politique. La responsabilité politique repose sur l'honneur. Elle amène le politicien à assumer personnellement la responsabilité exclusive d'une décision, d'un acte ou d'une omission qui s'est révélée être une erreur dommageable sans rejeter la culpabilité sur un autre. Souvent, cette reconnaissance de responsabilité se traduit par la démission de l'intéressé, mais peut aussi être sanctionnée par un vote de défiance au Parlement ou un vote sanction lors des élections. Responsabilité civile et responsabilité pénale. Abordons une comparaison sommaire des deux ordres de responsabilité civile et pénale. La responsabilité pénale. Son objectif, c'est la protection de l'ordre social contre les comportements qui y portent atteinte, ordre public. Son but est répressif, punir les auteurs des infractions. Son délit, le délit pénal, constitue une catégorie particulière des infractions aux côtés des contraventions et des crimes. Ses conditions d'existence, la responsabilité pénale ne peut être engagée que pour certaines fautes expressément définies dans un texte légal. L'existence d'un dommage n'est pas une condition d'existence. Ses caractéristiques, la responsabilité pénale est en principe personnelle. L'infraction pénale est appréciée in concreto, prise en compte des caractéristiques subjectives du prévenu. Son lien de causalité adéquate, seules les conséquences prévisibles de l'acte du prévenu lui sont imputées. Sa peine, la peine est proportionnée à la gravité de la faute. Et enfin sa preuve, présomption d'innocence pour le prévenu, il appartient à la partie poursuivante, le ministère public, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction, ainsi que l'inexistence de cause de justification. La responsabilité civile, son objectif est de réparer un dommage, ordre privé, son but est indemnitaire. Son délit, le délit civil qui vise tout comportement à l'origine d'un dommage pour autrui et qui oblige son auteur à le réparer. Ses conditions d'existence, la responsabilité civile peut être engagée pour toute faute, même légère, et parfois sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'auteur du fait dommageable. L'existence d'un dommage est une condition d'existence. Ses caractéristiques, la responsabilité du fait d'autrui existe en responsabilité civile. La faute civile est appréciée in abstracto, modèle du BPF prudent, avisé et raisonnable. Son lien de causalité, théorie d'équivalence des conditions.
La cause du dommage égale chaque fait dont il est constaté que sans lui, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. Sa peine. La peine n'est pas forcément proportionnée à la gravité de la faute la plus légère peut obliger son auteur à réparer l'intégralité du dommage. Et finalement sa preuve. La victime doit prouver la faute du défendeur. Il appartient au défendeur d'établir, le cas échéant, l'existence d'un fait justificatif ou d'une cause exonératoire de responsabilité. L'identité des fautes civiles et pénales. Un même fait peut donner lieu à des poursuites pénales et, s'il a causé un dommage, à une action en responsabilité civile. Une personne lésée a également la possibilité de greffer son action civile sur l'action publique, en se constituant partie civile devant la juridiction répressive. Les responsabilités civiles et pénales s'imbriquent en particulier lorsqu'une faute civile entraîne une atteinte à l'intégrité physique, lésion corporelle ou décès. La Cour de cassation considère qu'il y a une entité entre la faute civile et pénale chaque fois que l'infraction réprimée pénalement est une faute d'imprudence, délit d'imprudence et lésion involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui. Remarquons que l'identité des fautes civiles et pénales vaut uniquement sur le terrain de la responsabilité du fait personnel. Articles 1382 et 1383 du Code civil. Les conséquences du principe d'identité. La prescription de l'action civile résultant de l'infraction pénale. En droit commun, l'article 2262 du Code civil prévoyait que toute action civile, réelle ou personnelle, se prescrivait par 30 ans. En 1878, l'action publique et l'action civile reposant sur une infraction étaient soumises à un régime de prescription identique. En 1961, ce régime d'identité des prescriptions a été remplacé par un régime d'interdépendance, ancien article 26 du Code d'instruction criminelle. L'action civile découlant d'une infraction pénale se prescrivait par 5 ans à compter du jour où l'infraction avait été commise, prescription quinquennale. Un tel régime était justifié par le souci d'éviter qu'une action civile puisse être intentée à un moment où l'action publique n'est plus possible. Critique, elle revient à préférer l'oubli de l'auteur de l'infraction au droit à la réparation de la victime. Notre civilisation industrielle expose fortement l'être humain à des dommages corporels et il n'est pas rare que ceux-ci naissent ou se manifestent plusieurs années après les faits. Et enfin, le principal reproche reposait sur la différence de traitement entre les victimes d'une faute civile. Si cette dernière ne trouvait pas sa source dans une infraction pénale, les victimes disposaient d'un droit d'action en justice pendant 30 ans. Par contre, si la faute civile était constitutive d'une action pénale, elle devait agir dans les 5 ans de la commission de l'infraction, sauf cause d'interruption ou de prescription. En 1995, la Cour d'arbitrage considéra que cette différence de traitement n'était pas raisonnablement justifiée. Enfin, en 1998, le législateur adopte une loi qui modifie les règles gouvernant la prescription de l'action en responsabilité civile. Cette modification a été considérée comme une autonomie croissante de l'action civile par rapport à l'action pénale. Un nouvel article 2262 bis a été inséré dans le Code civil. Seules les actions réelles se prescrivent encore par 30 ans. Les actions personnelles, elles, répondent à un régime distinct de prescription selon qu'elles sont contractuelles ou extra-contractuelles. Les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Elles se prescrivent en tout cas par 20 ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En vertu de la règle « le criminel tient le civil en état », le juge civil doit surseoir à statuer tant que la juridiction pénale n'a pas rendu sa décision. Le juge civil doit tenir pour vrai et ne peut remettre en cause ce qui a été certainement, nécessairement et définitivement jugé par le juge répressif. Si le juge pénal condamne le prévenu pour coups et blessures ou homicide involontaire, il n'est plus besoin de démontrer une faute pour engager la responsabilité civile du prévenu. A l'inverse, l'acquittement du chef d'infraction involontaire oblige le juge civil saisi ultérieurement à rejeter toute demande d'indemnisation de la victime fondée sur une faute ou une présomption de faute et dirigée contre le prévenu acquitté. Il n'en est pas de même de l'acquittement de la cour d'assises du chef d'assassinat ou de meurtre parce qu'il s'agit dans ce cas d'infraction volontaire. Un tel acquittement n'empêche pas que l'intéressé ait pu commettre une faute civile. Notons que la Cour de cassation a décidé, via un arrêt, que le droit au procès équitable devait primer sur le principe de l'autorité de la chose jugée erga omnes. Un principe controversé. Jointe au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la théorie de l'unité des fautes pénales et civiles place le juge répressif devant un dilemme lorsqu'il doit juger un délit d'imprudence. Soit il acquitte le prévenu en tenant compte de ses facultés réduites de perception et de prévoyance, ce qui prive la victime de son droit à la réparation, soit il privilégie l'indemnisation de la victime et condamne pénalement le prévenu malgré l'absence de négligence répréhensible dans son chef.
C'est ainsi qu'on voit alors le juge pénal apprécier la faute pénale au regard du critère du BPF ou établir un lien causal en se fondant sur la théorie d'équivalence des conditions lorsqu'il est confronté à un délit de coups et blessures ou d'homicide involontaire. La doctrine condamne vigoureusement cette dérive et prône une réelle autonomie du juge pénal et du juge civil dans l'appréciation de la responsabilité, de telle sorte qu'un acquittement pénal n'ait pas de conséquences sur la réparation du préjudice de la victime. Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Voici une comparaison sommaire de deux ordres de responsabilité. Responsabilité civile. D'abord la responsabilité aquilienne, délictuelle ou extra-contractuelle. C'est la responsabilité d'une personne engagée lorsque, par son fait ou sa faute, elle cause un dommage à un tiers en dehors de toute relation contractuelle les unissant. Il n'y a pas de mise en demeure. Un mineur peut être responsable en cas de comportement fautif, pourvu qu'il ait la capacité de discernement. La prescription a lieu 5 ans à partir du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Il y a une solidarité de plein droit pour ceux qui sont liés sur base d'une faute commune. Et enfin, les clauses sont rares mais possibles. Une autre responsabilité civile est la responsabilité contractuelle. C'est la responsabilité d'une personne engagée à la suite d'une faute consistant dans l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat qui les lie. La mise en demeure est un préalable nécessaire à la mise en œuvre des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Un mineur ne peut pas conclure de contrat. La prescription a lieu après 10 ans à partir de la survenance du dommage. Il n'y a aucune solidarité de plein droit. Et enfin, elle fait souvent l'objet d'aménagements conventionnels, clauses pénales, clauses limitatives ou exonératoires, etc. Va-t-on vers un rapprochement des deux ordres de responsabilité ? Ce rapprochement s'observe au niveau de chacune des trois conditions traditionnelles de la responsabilité. Sur le plan de la faute, en matière contractuelle, la faute résulte d'une violation d'une obligation découlant du contrat. On distingue traditionnellement les obligations de moyens et les obligations de résultat, selon l'intensité de l'obligation qui incombe le débiteur. En matière délictuelle, la faute est appréciée au regard du devoir général de prudence, articles 1382 et 1383 du Code civil. Les articles suivants du Code civil instituent des présomptions de responsabilité, souvent analysées comme des obligations de moyens avec renversement de la charge de la preuve, instituteur, parent, ou comme des obligations de résultat, commettant. Aussi, la distinction opérée en matière délictuelle entre les obligations indéterminées, devoir général de prudence, et obligations déterminées apparaît comme l'équivalent de la distinction entre les obligations de moyens et de résultat en matière contractuelle. Sur le plan du dommage, le principe de la réparation intégrale du dommage vaut pour les deux ordres de responsabilité. Ceux-ci diffèrent en ce qui concerne la détermination du dommage pris en considération. En matière contractuelle, l'article 1150 du Code civil limite l'étendue de l'indemnisation aux dommages prévisibles. Seul le débiteur coupable de dol doit réparer l'ensemble du dommage prévisible et imprévisible. En matière délictuelle, la prévisibilité du dommage est un élément de la faute. Enfin, sur le plan du lien causal, en matière délictuelle, c'est la théorie de l'équivalence des conditions qui prime. Tous les dommages qui découlent de la faute commise doivent être nécessairement réparés, peu importe qu'ils soient directs, indirects, médiats ou immédiats. En matière contractuelle, il est indifférent que le lien de causalité soit direct, indirect, médiat ou immédiat, du moment qu'il est nécessaire. Dans un arrêt, la Cour de cassation a interprété les termes de l'article 1151, recourant ainsi aux mêmes critères d'appréciation du lien de causalité qu'en matière aquilienne. Le rapprochement entre les responsabilités aquiliennes et contractuelles s'observe donc également au niveau du lien de causalité. Section 2. La philosophie du système. Aperçu des fonctions et fondements de la responsabilité civile. La faute comme fondement de la responsabilité. L'idée est qu'un sujet n'est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de son acte que si elles découlent indiscutablement de sa faute ou de son imprudence et non des coups du sort, du hasard ou de la fatalité. Un tel système permet de favoriser l'esprit d'entreprise. Le poids de la malchance ou de l'aléa repose donc sur la victime. La responsabilité fondée sur la faute prouvée remplit une fonction de réparation, mais aussi une fonction préventive et régulatrice, voire répressive. Dans sa conception classique, la responsabilité civile repose sur une anthropologie de type humaniste. L'homme est libre et maître de son destin. Elle est en partie liée à la responsabilité morale. Un dommage est sujet à réparation seulement si son auteur peut se voir reprocher une faute entachée de culpabilité. Fondée également sur une vision très individualiste de l'homme en société, la responsabilité pour faute est conçue comme un rapport de droit entre deux personnes. L'une est tenue de réparer le dommage causé à l'autre.
Cette approche révèle ses limites lorsqu'il s'agit de faire face aux dommages collectifs, préjudices écologiques, etc., qui se multiplient dans nos sociétés modernes. Dès lors que la notion de faute est extrêmement élastique, les juges disposent d'une marge d'appréciation non négligeable pour déterminer le degré de diligence dû et venir ainsi en aide aux victimes. Le développement des assurances permet aux juges de favoriser l'indemnisation de la victime. Le risque comme fondement de la responsabilité. La responsabilité objective repose non plus sur la faute, mais sur la théorie du risque. Toute activité supposant un risque pour autrui oblige son auteur à réparer le préjudice lié à cette activité, sans qu'il n'y ait lieu de démontrer une faute dans le chef de son auteur et sans que celui-ci puisse trouver son absence de faute afin d'échapper à sa responsabilité. Les responsabilités fondées sur le risque sont favorables à la victime. Elles facilitent l'indemnisation en lui épargnant le devoir de prouver une faute, mais pénalisent l'esprit d'entreprise. La solidarité comme fondement d'un droit à la réparation. Une série de lois prévoit une indemnisation forfaitaire ou fixée en équité au profit de certaines victimes qui resteraient privées de réparation pour divers motifs. Dans ces cas, la collectivité prend sur elle la réparation du dommage assimilé à un coup du sort ou à un mal social. Cette prise en charge collective est fondée sur le principe de solidarité. Ainsi, un fonds spécial est alimenté par un pourcentage prélevé sur les amendes pénales. L'évolution de la responsabilité délictuelle. L'accentuation du rôle indemnitaire de la responsabilité. Au XIXe siècle, la responsabilité civile était centrée sur son sujet, l'auteur de l'acte dommageable. Ainsi fondée sur la faute, la responsabilité était une responsabilité subjective. Classiquement, l'étude de la responsabilité civile consiste à déterminer pourquoi et comment un sujet de droit peut être tenu d'une obligation de réparer un dommage causé à un tiers. Le procès consistait donc essentiellement à analyser le comportement de l'auteur du fait dommageable. Depuis quelques décennies, on assiste à un mouvement d'objectivisation de la responsabilité qui se traduit par un effacement progressif du sujet responsable devant la victime. La préoccupation première est désormais de faciliter la réparation des dommages causés à la victime. Le centre de gravité de la responsabilité se déplace du débiteur d'une responsabilité vers la victime créancière d'une indemnisation. Cette évolution est la conséquence des transformations de notre mode de vie et des relations sociales depuis le début du XIXe siècle. Elle s'explique surtout en raison de la multiplication des risques dans nos sociétés modernes issues de la révolution industrielle. L'objectivation de la responsabilité civile à grands traits. Il y a un assouplissement des conditions générales de la responsabilité. La faute, tout se passe comme si le comportement de l'auteur du dommage n'était pas évalué au regard du paradigme BPF, mais celui du surhomme. Des poussières de faute, moralement irréprochables, sont érigées en faute. Le lien causal, la théorie d'équivalence des conditions, multiplie le nombre de personnes responsables et favorise l'indemnisation de la victime. Enfin, le dommage, certaines interprétations conduisent à étendre le domaine du dommage réparable. Il y a une extension du champ des régimes particuliers du Code civil. La découverte d'un principe général de responsabilité objective du fait des choses dans la finale de l'article 1381, alinéa 1er, durcissement des régimes de responsabilité du fait d'autrui. Il y a une institution, en dehors du Code civil, de divers régimes légaux de responsabilité objective, en matière d'accident du travail, en matière d'accident de la circulation et de transport, en matière de choses produites, etc. Chapitre 2. Les conditions communes à tous les régimes de responsabilité civile. En toute hypothèse, quel que soit le fondement de la responsabilité, le demandeur doit administrer la preuve du dommage subi et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Section 1. Le dommage. La notion de dommage réparable. Le dommage consiste en la lésion d'un droit subjectif ou d'un intérêt pourvu qu'il soit stable et légitime. La lésion d'un intérêt stable et légitime. Première partie, la lésion d'un intérêt. La doctrine définit généralement le dommage comme étant la perte, totale ou partielle, d'un bien, d'un avantage ou d'un intérêt que l'on avait ou sur lequel on pouvait compter. Deuxième partie, stable et légitime. Pour entraîner une obligation de réparation, l'intérêt lésé doit, de surcroît, être un intérêt stable et légitime. D'une part, la victime doit montrer au juge qu'elle a perdu un avantage sur lequel elle pouvait compter de façon durable, notion d'intérêt stable. D'autre part, la personne préjudiciée ne peut pas invoquer un avantage illicite, c'est-à-dire un avantage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, notion d'intérêt légitime. Notons qu'à l'heure actuelle, le concubinage n'est plus perçu comme une relation illicite. Dès lors, lorsqu'une personne cause le décès d'un concubin, le concubin survivant peut réclamer une réparation pour le préjudice qu'il subit. Le responsable peut invoquer le caractère illégitime de la relation entretenue par les concubins pour échapper à sa responsabilité civile. Le caractère certain du dommage.
Le dommage ne sera également réparable que s'il présente un caractère certain. Par dommage certain, on entend celui qui est incontestable quant à son existence. Le préjudice est certain à chaque fois que la victime se serait trouvée indéniablement dans une situation plus favorable si la faute n'avait pas été commise. À l'opposé du dommage certain, il existe le dommage hypothétique qui lui n'est pas réparable. Il s'agit du préjudice qui est purement éventuel, incertain quant à sa réalisation. Néanmoins, le dommage ne doit pas être né et actuel, c'est-à-dire que le dommage peut être futur à condition qu'il se réalise avec certitude dans l'avenir. En ce qui concerne le dommage probable, on applique la théorie de la perte d'une chance qui consiste en un préjudice réparable, elle est certaine et évaluable économiquement. Enfin, le caractère personnel du dommage. Seule la personne préjudiciée, son représentant légal ou ses ayants cause universels ont qualité pour postuler à la réparation du dommage. Il faut avoir subi un préjudice propre pour réclamer réparation. Voici 2 exemples d'actions non admises en droit belge. L'action populaire qui reconnaîtrait à tout individu le droit de se pourvoir en justice en vue de la défense d'un intérêt général n'est pas admise en droit belge. Et la deuxième, l'action de classe, qui est une action dans laquelle une personne agit pour lui et au nom d'autres personnes se trouvant dans la même situation. Toutefois, diverses lois particulières et récentes ont institué au profit de certains groupements ou associations un droit d'action en justice dans l'intérêt collectif de leurs membres.